Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la salle des conférences du Sénat pour une édition largement consacrée à l'examen de la réforme territoriale. Un texte de nouveau retardé aujourd'hui par les sénateurs après l'adoption, vous l'avez vécu en direct, d'une motion référendaire. Elle doit être examinée par l'Assemblée nationale dans les heures qui viennent. En cas de rejet par les députés, le projet de loi reviendra dès demain dans l'hémicycle. Analyse et débat à suivre dans ce journal. Nicolas Sarkozy mis en examen, l'ancien chef de l'État organise à présent sa défense. Il sort pour la première fois depuis 2012 de son silence médiatique. Une interview a été enregistrée en fin d'après-midi et sera diffusée ce soir dans le 20h de nos confrères de TF1 et sur Europe 1. À 5 jours de la conférence sociale, Manuel Valls donne satisfaction à plusieurs demandes du patronat, en particulier sur la pénibilité aux grandes dames des syndicats qui dénoncent un coup porté au dialogue social. Je vous le disais en titre, adoption sans surprise ici au Sénat d'une motion référendaire. Elle avait été déposée par les sénateurs communistes et ceux du groupe RDSE. Une procédure qui retarde un peu plus l'examen du projet de loi sur la fusion des régions. On écoute les résultats annoncés par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. C'était il y a à peine un quart d'heure. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 309, pour l'adoption 175. Contre 134, le Sénat adopté. En conséquence, la discussion du projet de loi est suspendue et je transmets sans délai cette motion au président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolome. Alors la discussion aura duré un peu plus de 4 heures cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Les opposants à cette réforme territoriale demandent à François Hollande d'organiser un référendum sur cette question. Retour sur cette séance avec Jérôme Rabier. Il est 15 h cet après-midi quand les sénateurs arrivent pour l'affrontement. Messieurs, prêts à aller défendre les territoires ? Comme d'habitude. L'enjeu, proposer un référendum sur la réforme territoriale, une solution proposée par les communistes, l'UMP et le groupe RDSE, qui constitue grâce à cet accord sur le sujet une majorité. C'est quelque chose qui touche aux institutions de proximité de nos concitoyens. Donc il est normal, dès lors qu'on y touche, que nous demandions que l'avis soit demandé à nos concitoyens. C'est l'utilisation du règlement de notre Assemblée, en l'occurrence le Sénat. Nous sommes une république parlementaire, le gouvernement a le droit d'avoir des idées, mais nous avons le devoir de défendre les nôtres. Le débat en séance peut donc commencer et c'est Pierre-Yves Collombat, membre du groupe RDSE, qui est chargé de porter la parole des partisans du référendum. Nous avons conscience qu'il s'agit d'un acte grave, mais vu l'enjeu de la réforme proposée et le caractère peu probant des arguments censés la justifier, voire l'absence d'arguments, quoi de plus normal que de demander aux premiers concernés, les Français, de trancher. Face à lui, Michel Delbar, le rapporteur de la commission spéciale du Sénat sur cette réforme, qui non sans humour dénonce le pourrissement de la situation. J'y vais doucement parce que, comme j'ai mis un petit moment à comprendre que le seul objectif était de ralentir les choses, et comme ça me paraît être le seul objectif de plusieurs d'entre vous, sachez que je suis intimement convaincu que nous sommes appelés à nous revoir sur ce sujet. Merci de votre attention. C'est ensuite au tour du ministre de l'Intérieur d'attaquer ce qu'il considère comme des incohérences. Si l'on estime que ce texte n'est pas digne du Sénat, parce que les travaux préparatoires n'ont pas été portés suffisamment loin, alors comment admettre qu'il puisse être digne du peuple si c'est le souci du peuple et de l'intérêt général qui préside au dépôt d'une motion référendaire? J'avoue que j'ai énormément de mal à accéder au raisonnement, je le trouve vicié, pour ne pas le dire, je le trouve aussi un peu pervers. Jusqu'au bout, les opposants à la réforme jouent la montre, multipliant les explications de vote alors que les positions sur le sujet sont connues. Un baroud d'honneur qui ne devrait pas suffire à faire échouer le projet du gouvernement, qui s'appuiera une fois de plus sur l'Assemblée nationale pour le faire adopter.
Perrine Tarnaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Perrine. Bonsoir Delphine. Alors que va-t-il se passer pour ce projet de loi, pour cette nouvelle carte des régions, maintenant que le Sénat a adopté cette motion référendaire? Alors d'abord, il va falloir suivre le cheminement de la motion jusqu'au bout. Elle est entre les mains de l'Assemblée nationale qui va l'examiner à partir de 21h30 ce soir en séance publique. Une séance qui va être très courte autour de la motion référendaire, très vraisemblablement rejetée par l'Assemblée nationale puisque la majorité est acquise au gouvernement à l'Assemblée. Du coup, les discussions autour du projet de loi sur la réforme territoriale reprennent demain après-midi ici au Sénat à partir de 16h15 après la séance des questions d'actualité qui ont lieu le jeudi après-midi entre 15h et 16h au Sénat. Demain matin, il y aura une réunion au Sénat de la commission spéciale chargée de travailler autour de cette réforme territoriale. Et puis donc, je vous l'ai dit, début des débats au Sénat à partir de 16h15 demain après-midi. On a prévu 6 heures de discussion générale. Pour l'instant, 156 amendements ont été déposés sur le projet de loi. Enfin, je dis pour l'instant, c'est même définitif puisqu'il y a eu clôture du dépôt des amendements à 18h tout à l'heure. Et vraisemblablement, il n'y aura pas de nouvelles motions de procédure déposées par les groupes politiques du Sénat. Donc, a priori, le débat devrait se dérouler à peu près normalement jusqu'à vendredi soir, voire samedi après-midi. Il y a une grande interrogation ici au Sénat, c'est quid du match de foot vendredi à 18h? Est-ce qu'il faut ou non interrompre la session pour que les sénateurs, le personnel également administratif ici au Sénat, puissent aller regarder le match des Bleus? Il y a un grand débat interne. Merci beaucoup Perrine pour cet éclairage. Et nous reviendrons bien sûr cette guérilla parlementaire avec nos invités à la fin de ce journal. Adoption ce matin par la Commission des finances du Sénat du projet de loi de finances rectificative. 11 amendements du rapporteur ont été votés. Le texte sera examiné en séance dans l'hémicycle lundi à partir de 16h. Il y a 8 ans, le Sénat se penchait déjà sur le drame sanitaire de l'amiante. Aujourd'hui, la mission d'information sénatoriale chargée du suivi de ce dossier présentait ses conclusions et ses préconisations à la presse. Yael Goujon. Où en est la lutte contre l'amiante? 1 an pour plancher sur cette question et la réponse est inquiétante. Le travail et les dépenses restent considérables. On a interdit l'amiante en 1997. Il reste aujourd'hui au moins 200 000 tonnes d'amiante en France. Tous les bâtiments construits avant 1997 peuvent potentiellement contenir de l'amiante. Et donc il y a un gros travail à faire. Face à ce constat, les sénateurs proposent la mise en place d'un comité interministériel dédié et l'idée de former un corps de métier spécialisé dans ce domaine. Dernier conseil, renforcer les contrôles pour protéger les salariés et les populations encore exposées. Les chiffres officiels, malheureusement, nous annoncent 100 000 morts de l'amiante d'ici 2050. Ce que dit notre comité de suivi, c'est qu'il ne faudrait pas une deuxième épidémie après celle-là, qui serait une épidémie qui viendrait chez tous les salariés du bâtiment ou les populations avoisinantes parce que le désamiantage serait fait sans suffisamment de correction. L'amiante représente aujourd'hui la 2e cause de maladie professionnelle et la première cause de décès liés au travail. En 2007, on estimait entre 1 et 2 millions le nombre de travailleurs potentiellement exposés à l'amiante lors d'activités d'entretien ou de maintenance, dont 900 000 dans le secteur du bâtiment. L'aide à domicile pour les publics fragiles, c'est un système à bout de souffle, à réformer d'urgence, selon un rapport de 2 sénateurs qui préconisent de réformer la tarification et de faire progresser les conditions de travail pour renforcer l'attractivité de ce secteur. Maxime Tullier. La société vieillit. Pourtant, l'État se désengage peu à peu de l'aide à domicile des personnes dépendantes. Un fardeau largement supporté par les départements. Chaque conseil général évalue le nombre d'heures dont une personne âgée a besoin pour rester autonome. Il fixe le prix de cette heure, puis paie les associations ou les entreprises qui les assistent. Mais en difficulté financière, les conseils généraux ont tendance à peu rémunérer les aides à domicile. J'attire l'attention du gouvernement sur ce point, l'extrême précarité des aides à domicile, manque de reconnaissance sociale de ce secteur, des rémunérations qui tournent en moyenne à 832 € par mois, c'est très faible. Les sénateurs de la Commission des affaires sociales proposent donc d'augmenter et de nationaliser le tarif des aides à domicile. Ils demandent à l'État d'apporter un complément pour aider les départements. Car aujourd'hui, beaucoup d'associations ou d'entreprises d'aide à domicile se trouvent asphyxiées. Certaines sont même en cessation de paiement. Mal rémunéré, pénible, ce métier est peu attractif.
Cette hausse du tarif permettrait de professionnaliser un secteur qui emploie plus de 557 000 personnes. Des emplois non délocalisables. Des emplois surtout essentiels pour la société. Au lendemain de la garde à vue de Nicolas Sarkozy qui s'est soldée par une mise en examen pour corruption active pour l'ancien président de la République, les réactions politiques se multiplient. Paul Bouffard. Un ex-président mis en examen et certains prennent déjà leur distance. Alain Juppé, membre du triumvirat de l'UMP, reste prudent. Je dirais simplement que j'ai une pensée amicale pour Nicolas Sarkozy parce que ce sont toujours des moments sur le plan humain extrêmement difficiles et éprouvants. Par ailleurs, comme tout citoyen, il est présumé innocent. Il a indiqué que sa défense allait apporter des preuves de cette innocence, donc que la procédure judiciaire se déroule. Vous le croyez vraiment innocent? Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Voilà. Aujourd'hui au Sénat, le soutien est minimal. Peu de sénateurs de droite se laissent approcher pour commenter. Mais pour Gérard Larcher, la procédure basculerait presque dans de l'acharnement. Alors que tout est public. Je ne comprends pas très bien ce que veut dire la privation temporaire de liberté. Parce que je pense que la procédure, alors que tout est public, et que je rappelle que la procédure de garde à vue, c'est pour éviter des fuites. Donc je trouve tout ça un peu disproportionné. Très tôt, c'est le Premier ministre qui a réagi en direct. Pour Manuel Valls, les faits sont graves. Cela concerne des magistrats, de hauts magistrats, un avocat, un ancien président de la République. Mais moi, comme chef du gouvernement, je dois m'en tenir au rappel des principes. Principe d'indépendance de la justice, qui doit pouvoir accomplir son travail sereinement. Personne n'est au-dessus des lois, deuxième principe. Et puis ensuite, il y a évidemment, et c'est important de le rappeler, la présomption d'innocence. Salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, il y a tout de même les fidèles, ils y croient toujours. De toute façon, les militants UMP, non seulement n'accusent pas Sarkozy, et vont au contraire avoir tendance à le défendre. Je pense que Nicolas Sarkozy sera vraisemblablement, s'il est candidat à l'UMP, il sera largement majoritaire. Réponse peut-être ce soir à 20h. Nicolas Sarkozy s'exprimera pour la première fois à la télévision depuis qu'il a quitté ses fonctions en mai 2012. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors l'interview de Nicolas Sarkozy a été enregistrée aujourd'hui en fin d'après-midi et on commence déjà à connaître un peu le contenu de cet enregistrement. Quelles sont vos informations? C'est la contre-attaque, tout simplement. La stratégie est assez simple, se poser en victime. Je suis choqué de cette garde à vue, dit l'ancien président. La situation est très grave. Est-il normal que je sois écouté depuis si longtemps? Il s'en prend directement, finalement, à la justice française. Il y a une instrumentalisation politique d'une partie de la justice. Est-il normal qu'on ait choisi une magistrate proche du syndicat de la magistrature qui n'a pour but que de me détruire? Il y a des choses qui sont en train d'être organisées, dit-il, dans notre pays. Et je veux que les Français le sachent. Il prend les Français à témoin. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. J'ai jamais commis d'actes contraires à l'état de droit, dit-il. Et s'il y en a, je suis prêt à assumer les conséquences et je les assumerai. Il met en cause les juges, il remet en cause la justice. Les réactions, évidemment, elles ne vont pas tarder à tomber, ça on s'en doute. C'est aussi ce que veut Nicolas Sarkozy, tout simplement faire réagir l'opposition, la majorité, pour que tout le monde parle autour de Nicolas Sarkozy. Et ici au Sénat, on a pu discuter avec des proches de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu un mot sur son avenir. En tout cas, de ce que l'on sait aujourd'hui, c'est ce qu'ils regrettent le plus, parce qu'ils disent tout simplement que si Nicolas Sarkozy est revenu pour parler des affaires, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Merci beaucoup Mickaël. On va demander une réaction à Didier Guillaume. Bonsoir, vous êtes président du groupe socialiste ici au Sénat. Vous êtes choqué par les propos qui ont été tenus dans cette interview de Nicolas Sarkozy qui visiblement s'attaque à la justice? Je ne les ai pas entendus. Ce que je veux dire, c'est que les faits qui lui sont reprochés sont graves, sont très graves. Vous imaginez à la fois les faits et la personne. Un ancien président de la République qui est en garde à vue aussi longtemps. D'ailleurs, il faut peut-être se poser la question aussi de la durée des gardes à vue, mais ce n'est pas le sujet. Un président de la République, un ancien président en garde à vue pour les faits qui lui sont reprochés sont graves. En même temps, moi je veux dire deux choses simples que tout le monde dit, ce n'est pas de la langue de bois, c'est l'indépendance de la justice. La justice est indépendante. Et quoi qu'en dise Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que c'est ces histoires de théorie du complot? La justice est indépendante. Et en même temps, la présomption d'innocence est essentielle dans le droit français. Donc je n'en dirai pas plus. Nicolas Sarkozy est présumé innocent, la justice est indépendante, mais il faudra que la vérité soit faite, parce que les faits qui lui sont reprochés sont quand même très graves.
Et d'ailleurs, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était auditionnée cet après-midi au Sénat. Et elle a réagi à ces attaques et à cet acharnement dont serait victime Nicolas Sarkozy. On l'écoute au micro de Paul Bouffard. Sur l'acharnement, à droite, on parle d'un acharnement. Laissez la droite causer. C'est son droit. Et sur l'indépendance de la justice? C'est probablement sans inconfort, oui. Vous l'observez depuis 2 ans quand même. Vous êtes sereine? C'est une éthique de ce gouvernement. Oui, mais je ne me réjouis jamais des procédures judiciaires, jamais. Qui qu'elle frappe, je ne m'en réjouis pas. Mais la justice doit passer. Merci. Le compte pénibilité devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, mais devant les menaces du MEDEF de boycotter la conférence sociale si le gouvernement ne faisait pas un geste, Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé hier un report partiel à 2016 de sa mise en place, suscitant une levée de boucliers de la part des syndicats. Les suites du procès Bonne Maison, le parquet général de Pau a décidé de faire appel de l'acquittement de l'urgentiste de Bayonne. Il a été acquitté le 25 juin par le jury populaire de la cour d'assises de Pau, alors qu'il était accusé d'empoisonnement sur 7 patients en fin de vie. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et nous ouvrons le débat de ce 24h Sénat, je vous le disais, consacré à l'adoption cet après-midi d'une motion référendaire par les sénateurs avec nos invités ce soir. Christian Favier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du groupe communiste du Val-de-Marne et vous êtes également président du conseil général de ce département. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Didier Guillaume, président du groupe socialiste ici au Sénat. Alors Christian Favier, en faisant adopter cette motion référendaire, l'examen de ce texte est à nouveau reporté, probablement à demain après-midi. Est-ce que vous pensez que faire de l'obstruction, c'est la meilleure façon de prouver votre opposition à ce projet de loi? Je crois d'abord qu'on a été évidemment contraint par les conditions dans lesquelles le gouvernement a organisé ce débat à user effectivement de procédures qui sont celles que les sénateurs peuvent utiliser en l'occurrence. Pourquoi tout simplement parce qu'on est sur une réforme extrêmement importante et pour laquelle le gouvernement a souhaité, on peut le dire, saucissonner, on peut dire, le texte en 2 textes et en commençant non pas sur le texte le plus important mais en commençant par le texte sur le périmètre des régions alors qu'il aurait bien évidemment dû commencer sur les compétences des régions, savoir pourquoi on fait ces grandes régions. Or, c'est l'inverse qui est fait, et tout ça dans une procédure accélérée. Donc, les conditions même, effectivement, ne permettent pas un véritable débat tel que nous l'aurions souhaité, avec notamment un travail d'audition qu'il aurait fallu mener de manière beaucoup plus profonde. Le Sénat a quand même obtenu la constitution d'une commission spéciale. Alors, il y a une commission spéciale parce que nous l'avons demandé, parce qu'au départ, effectivement, ça ne nous l'avait pas été proposé. Il avait été proposé que ça soit uniquement la commission des lois qui en débatte. Nous avons considéré que sur un texte de cette importance-là, qui réforme profondément les collectivités territoriales, il était nécessaire effectivement que l'ensemble des commissions puissent éventuellement participer à ce travail, mais au-delà de la commission spéciale, après il faut lui donner les moyens de travailler. Et les moyens de travailler, ça voulait dire aller au-delà de quelques auditions qui ont été organisées, qui étaient intéressantes par ailleurs, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, je dirais, intéressés, je pense aux acteurs sociaux, syndicaux, aux acteurs économiques, qu'il aurait fallu interroger pour discuter de cette réforme. Or tout cela évidemment est escamoté, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons déposé cette motion référendaire. Et la preuve que le malaise est quand même profond, c'est qu'il y a eu une majorité au Sénat pour adopter cette motion référendaire. Didier Guillaume, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous pensez que le Parlement, finalement, n'a pas bien tous les moyens en sa possession pour bien discuter et travailler sur ce texte? Non, je ne la partage pas du tout. En même temps, je pense que le Sénat a tous les moyens de travailler, mais moi, je ne veux pas m'arrêter sur la forme. Il y a des procédures parlementaires qui existent, les motions diverses et variées, elles peuvent être utilisées par les groupes, ce n'est pas le problème. Lorsque ces motions seront purgées, lorsque tout cela sera passé, nous aborderons le fond du texte. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la forme, c'est le fond. D'abord, pour dire que les commissions ont beaucoup travaillé, déjà depuis des semaines et des semaines, pas depuis ces derniers jours. Et puis quand même, ça fait 25 ans que l'on parle de la fusion des régions. Ça fait 25 ans qu'on porte ces dossiers. Donc aujourd'hui, il y a eu des textes, le Sénat s'en était déjà emparé, voté à la quasi-unanimité, le fameux rapport Raffarin-Cratinger. Maintenant, avançons. Et moi, il n'y a pas eu de précipitation du gouvernement. On a beaucoup entendu dire que cette carte des régions qui fait face donc, de 22 à 14 a été faite bien sur un coin de table à l'Élysée, peut-être en fonction d'intérêts amicaux plutôt que d'intérêts économiques, Didier Guillaume. Qu'aurions-nous dit s'il n'y avait pas eu de carte présentée par le président de la République? Il y en a une. Il faut l'amender et j'ai des propositions à faire. Moi, ce que je pense et l'appel que je lance,
sereinement, tranquillement à tous les sénateurs, c'est mettons-nous justement autour de la table et travaillons. Nous avons 2 jours, 3 jours, 4 jours, le temps qu'il faudra. Nous pourrons modifier la carte à souhait. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réduire le nombre de régions pour que ce soit des régions européennes. Eh bien, allons-y. Deuxième sujet, nous autoriserons la possibilité pour les départements de pouvoir changer de région s'ils souhaitent le faire après des votes. Débattons-en. C'est ce qu'on appelle le droit d'option. Pourtant, on va y venir peut-être, mais le gouvernement ne semble pas tout à fait favorable à ce droit d'option. Le problème du gouvernement, c'est le problème du gouvernement. Nous sommes au Sénat. Le Sénat, c'est la chambre des collectivités territoriales. Moi, ce que je veux dire, c'est que si demain, après-demain, dans 3 jours, du Sénat ne sortait aucun texte, le Sénat se tirerait une balle dans le pied. Et ceux qui critiquent le Sénat auraient des raisons de se dire, peut-être, à quoi sert le Sénat? Parce que si le Sénat n'est pas capable de sortir un projet moderne, dynamique de réforme territoriale, alors les questions pourront se poser. Christian Favier, est-ce que le Sénat est en train de se tirer une balle dans le pied s'il n'examine pas ce texte? Si le Sénat doit sortir un texte, il faut évidemment prendre les choses dans le bon ordre. Or, malheureusement, on n'a pas pris les choses dans le bon ordre. Je crois qu'effectivement, il aurait fallu commencer par discuter sur le fond de la réforme, c'est-à-dire pourquoi on fait ces grandes régions, qu'est-ce que ça va impliquer, quelles en seront les conséquences, et ensuite de savoir quel périmètre. Aujourd'hui, on va avoir un débat à perte de vue pour savoir s'il faut rajouter tel ou tel département à telle région, ou marier telle ou telle région avec telle autre. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Cela dit, ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est de savoir, dans ce projet de loi, derrière ces grandes régions, ce qui est annoncé par le gouvernement, c'est la suppression des conseils généraux à l'horizon 2020. Or, on sait que lorsqu'on va avoir ces très grandes régions, entre ces grandes régions et les intercommunalités, on a besoin d'un échelon intermédiaire. Or, aujourd'hui, les départements jouent ce rôle. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si l'Assemblée des départements de France, qui rassemble l'ensemble des présidents de conseils généraux, à l'unanimité, ont pris une motion, ont adopté une motion rejetant la réforme territoriale telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement. Donc, il ne s'agit pas... je crois qu'il faut que le gouvernement entende bien quand même ce qui se passe en profondeur dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crainte des élus, c'est d'aller vers une réforme qui va éloigner effectivement les habitants des lieux de décision avec des décisions lointaines, avec des transferts de compétences des départements vers les régions qui n'ont aucun sens, qui ne vont pas renforcer les régions. Confier par exemple les collèges aux régions, ça ne veut rien dire. Par exemple, sur les collèges, ça veut dire par exemple la sectorisation des collèges. Est-ce que c'est à l'échelon régional qu'on va décider si telle rue ou telle autre devra faire partie du secteur, du collège, du quartier? Est-ce que c'est ça qui va renforcer les régions? Non, Guillaume, on vous va entendez ces bureaucratiser les choses. inquiétudes des représentants des départements? Je connais très bien mon ami Christian, mais ce que je veux te dire, Christian, c'est que le rôle des sénateurs, c'est de faire des propositions et c'est de légiférer. Et moi, j'ai des propositions à faire. Et ces propositions-là, il y a ceux qui les partageront ou pas, mais qui en débattront, et ceux qui n'en débattront pas. Ce n'est pas en repoussant le sujet. Réduire le nombre de régions, c'est important pour se faire des régions européennes solides, fortes, comme toutes les régions d'Europe, et nous en sommes d'accord. Je présente au nom du groupe socialiste un amendement pour maintenir, après 2020, les conseils généraux en zone rurale. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Moi, je ne prends pas comme un fait accompli un texte du gouvernement. Ça me surprend d'ailleurs que mon ami Christian le prenne comme ça. Notre rôle, c'est d'en débattre. Eh bien, si nous sommes d'accord pour garder des départements ruraux en 2020, gardons-les. Après, sur les compétences... Alors, Christian Favier, à la lumière de ce que vous dit Didier Guillaume, vous allez enfin commencer l'examen de ce texte. Vous n'avez pas déposé à nouveau des motions. Changement de la part, effectivement, du groupe socialiste qui se prononce pour le maintien des départements en zone rurale. Cela dit, moi, je dis une chose très claire, c'est que je ne vois pas pourquoi on oppose les départements urbains et les départements ruraux. Quand on parle des politiques de solidarité, elles sont tout aussi importantes en zone urbaine qu'en zone rurale. C'est extrêmement important qu'en zone urbaine également, dans la proximité, nous ayons des services départementaux capables d'agir. L'isolement des personnes en zone urbaine est parfois aussi important, voire plus grande, même qu'en zone rurale. Donc, on a besoin de ces structures-là. Et c'est pas parce qu'on est en zone urbaine que tout d'un coup, le besoin, effectivement, du département disparaîtrait. On mène des actions au quotidien, on a des services publics très efficaces, et ça sera d'ailleurs extrêmement compliqué, à mon sens, de pouvoir transférer un certain nombre de compétences. Quand on parle de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui est une compétence majeure dans les départements, qui va pouvoir s'occuper de ça? Est-ce qu'on va renvoyer ça vers les métropoles en zone urbaine? Les métropoles sont Didier Guillaume, sur ces départements en zone urbaine qui jouent un rôle aussi essentiel qu'en zone rurale. Il ne faut pas faire peur, enfin. Là où il y a des superpositions, c'est en zone urbaine. Je ne sais pas ce qui se passe dans le Val-de-Marne, mais chez moi, à Valence, pour transporter des gens dans les transports, il y a les transports de la
région, les transports du département, les transports de l'agglomération. Ce n'est pas possible. Ça ne tient plus. Ça coûte de l'argent, c'est des superpositions, ça ne marche pas. Donc il y a plein d'exemples comme cela sur les collèges. Mais il existe des solutions. Mais justement, mais moi Par exemple, en Ile-de-France, il y a un syndicat des transports d'Ile-de-France qui regroupe et la région et les départements. L'Île-de-France n'est pas la France. Il y a aussi des villes en dehors de l'Île-de-France. Et où chacun joue son rôle, tant les départements que la région. Et il y aurait d'ailleurs besoin certainement d'autorités organisatrices de proximité. N'ayons pas peur. Parce que par exemple, pour déplacer une ligne de bus ou un arrêt de bus, je ne pense pas qu'il faille forcément remonter à la région pour gérer tout cela. Moi, je suis pour la subsidiarité. Or, la subsidiarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fonctions dont l'efficacité veut qu'elle soit rendue à l'échelon pertinent. Et je pense que le département reste un échelon pertinent, tant d'ailleurs en zone rurale qu'en zone urbaine. Moi, je suis pour l'efficacité, la proximité et la clarification des compétences. Et aujourd'hui, nier que, notamment en zone urbaine, mais pas uniquement, il y a des superpositions de compétences. Enfin, les collèges et les lycées. Dans mon département de la Drôme, j'ai 36 collèges et 8 cités mixtes qui regroupent les lycées et les collèges. Quand on veut changer un rideau ou une fenêtre d'une salle de classe, si c'est le collège, c'est le département, mais si c'est la fenêtre et dans le lycée, il faut faire avec la région. Ça ne tient pas debout tout ça. Arrêtons cette administration qui date du siècle dernier. Avançons. Mais que va-t-il se passer pour les personnels qui travaillent dans ces structures? Parce que ça, c'était une interrogation aussi qui a demandé, conduit les sénateurs à demander au Conseil constitutionnel de valider l'étude d'impact. C'est très intéressant, l'exemple des lycées et des collèges. Oui. En région parisienne, la région gère environ 500 lycées. Demain, on va lui proposer de lui transférer les collèges. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais aujourd'hui, c'est ça, dans la proposition, le loi. Le rôle du débat, le rôle du Sénat, c'est bien de débattre de tout cela. Le gouvernement n'est pas figé. Non, mais c'est bien pour dire que cette réforme a été mal préparée, puisque la proposition, effectivement, c'est transférer aux régions ces collèges. Ça veut dire que demain, la région Île-de-France devra gérer 1300 établissements. Sauf si on décide l'inverse. Avec moins d'élus, puisque ce qui est proposé également, c'est de baisser le nombre d'élus régionaux. Ce qui veut dire qu'on n'aura pratiquement plus jamais un seul élu qui siégera dans les conseils d'établissement, alors que nous le faisons actuellement, les conseils généraux le font. Didier Guillaume, j'ai une autre proposition de démocratie, effectivement. Quelle est-elle? J'ai une autre proposition que le groupe socialiste défendra, c'est de ne pas baisser le nombre d'élus. On n'est pas là pour faire cela. Il y a des propositions qui ont été faites. Moi, je propose qu'on garde le même nombre d'élus et je propose que ce ne soit pas les collèges qui soient transférés à la région, mais les lycées qui soient transférés dans les départements. Ça sera beaucoup plus efficace. Vous voyez que si on se base sur la forme, si on parle, ça n'avancera pas. Moi, je veux être dans le concret, effectivement, une main tendue ce soir de la part du groupe socialiste qui va peut-être vous inciter à examiner le texte alors dès demain. Ça rejoint complètement des amendements que nous allons proposer également. Parce qu'on va rechercher l'efficacité et en même temps, ce qui est très important, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les collectivités de demain continuent d'avoir aussi les moyens d'agir. Parce que une de nos préoccupations également, c'est que tout cela se fait sur un fonds de réduction de la dépense publique extrêmement fort. Merci Christian Favier. Merci Didier Guillaume. Regardez, on a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Réforme territoriale, êtes-vous favorable à un référendum? Eh bien, les internautes ont répondu oui à 67%, non à 31% sur 267 votants. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat en direct de la salle des conférences. Avant de terminer cette édition, je vous propose un extrait d'un duel de sénateurs. À l'approche des sénatoriales, Public Sénat se mobilise. Premier duel enregistré aujourd'hui. Gérard Larcher face à Jean-Vincent Placé. Un extrait. Vous donnez quand même l'image d'un Sénat qui ne veut pas bouger, ça fait des petites coalitions entre partis. C'est qui vous, monsieur Sarnez? Le Sénat a voté en 2010. Mais vous l'avez fait pour d'autres raisons. Vous l'avez fait pour d'autres. A voté la loi de 2010 qui prévoyait le conseiller territorial, un même élu qui siège à la région et au département. La spécialisation des compétences, l'achèvement de la carte de l'intercommunalité. Si je réponds à votre question, parce que vous me dites vous n'avez rien fait. Et nous avons voté une loi. On vous dit pas que vous n'avez rien fait. On dit qu'il y a des coalitions un peu étranges. Elle a été défaite par la nouvelle majorité uniquement par anti-sarkozysme. Voilà, débat à voir en intégralité sur Public Sénat vendredi 4 juillet à partir de 23h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.